Quand je vois des gens dans la rue, je me dis pas oh, je me rappelle, il y a 3 jours, j'ai vu une fille avec une jupe horrible. Enfin non, je me dis pas, tu vois, je me dis pas ces trucs-là le soir dans mon lit. Enfin, donc a priori, pourquoi les autres se le diraient à propos de moi? Alors Clémentine, bonjour. Bonjour. Je suis avec toi aujourd'hui pour parler d'un sujet qui touche au roman que tu as écrit il y a quelques années, c'est ça, Les Petites Reines? C'est l'histoire de 3 filles qui partent de Bourg-en-Bresse dans l'Ain à vélo pour aller à Paris, pour aller s'incruster à la garden party de l'Élysée de la présidente de la République le 14 juillet en vendant du boudin sur la route. Parce qu'elles ont gagné un concours de boudin, boudin d'or, boudin de bronze et boudin d'argent. C'est plus logique dans le livre que quand je l'explique comme ça. C'est vrai que c'est un peu random, mais écoute. Écoute, il faut voir ce que ça donne à l'intérieur. C'est vrai qu'il y a une espèce de suite logique dans les événements, mais on ne le découvre qu'à partir du premier tiers, je crois. Et du coup, c'est un livre qui traite beaucoup des complexes et de comment ces filles-là ont réussi en fait à se décomplexer totalement au fur et à mesure de leur road trip un peu. Ouais, mais en fait, ce qui est marrant, c'est que, tu vois, tu dis se décomplexer totalement, on le dit souvent aussi dans les écoles. Je sais pas si on peut vraiment parler de décomplexage total, si c'est possible. Déjà, est-ce que c'est possible d'être complètement décomplexé? Je suis pas sûre. Par contre, oui, elles vont canaliser cette espèce d'énergie négative en énergie positive. Je dirais que c'est plutôt ça. Toi-même, t'as eu du mal dans ta vie à te dégager du regard des autres? Au contraire, est-ce que c'est un truc qui a été facile et c'est pour ça que tu t'es dit je vais donner l'exemple aux filles qui vont lire ce livre? Mais en fait, je me posais pas tellement cette question-là pendant que j'étais en train de l'écrire. Par contre, j'ai été amenée à me la poser beaucoup ensuite avec la réception du bouquin. Quand je l'ai écrit, j'ai pensé beaucoup à mes souvenirs, moi, de 6e, 5e. 6e, 5e, 4e, je dirais. Un grand moment dans c'était génial. On voudrait le revivre tous les jours. Non, très peu. Non. mais à ce moment-là, je pense que, comme beaucoup d'ados, j'étais bouboule, j'étais super mal dans ma peau, j'étais fringuée, mais comme un sac. Enfin, non, j'avais des petites salopettes comme ça avec des tresses, un peu la figure d'acier. D'accord. C'était très tendance. Oui. Au collège, c'est vraiment très cruel de ce point de vue-là. Et j'ai beaucoup repêché dans ces souvenirs-là de ce que ça pouvait vouloir dire, véritablement, de ne pas vouloir aller du tout à la plage parce que t'as pas envie de te montrer en maillot de bain. C'est quand même très bête parce que t'as envie d'être à la plage, mais t'as juste pas envie de te montrer en maillot de bain. Enfin bref. Donc ça, c'est des expériences que j'ai connues, mais qu'en même temps tout le monde, enfin beaucoup de gens ont connues aussi. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir à quel point quand t'écris sur ces expériences-là, t'as tout de suite une espèce de résonance. Oui, ça fait ressurgir des trucs que toi t'as vécu et tu te dis ah, c'est ma vie en fait, ce que je suis en train d'écrire d'une certaine façon. Par le prisme de ces meufs-là chez les jeunes lecteurs et lectrices aussi. C'est des expériences qui sont assez, qui touchent à l'universel quand même. C'était très important pour moi tout le bouquin de montrer qu'en fait il y a du comique quelque part dans cette espèce. C'est ridicule comme idée de lancer un concours de boudin. Et par exemple, c'était super important, là c'est vraiment des questions littéraires, mais c'est un concours de boudin, c'est pas un concours de thon, tu vois. C'est différent. C'est différent en fait. C'est le mot tu trouves boudin. Pour toi boudin, thon, c'est différent. Petit boudin, c'est un peu mignon quand même. C'est le petit boudin. Ouais, je trouve ça violent quand même. Pour des ados. Elles sont censées avoir quel âge? Alors la plus petite a 12 ans et les grands ont 15 ans et demi. Ouais. Mais donc tout le long, ce qui est super difficile, c'était de trouver l'équilibre en fait littéraire entre ce qui va paraître vraiment trop violent et ce qui va permettre une réappropriation par l'humour et par la légèreté, quoi. Moi, j'ai des souvenirs vraiment durs du collège. J'ai détesté mon collège. Pareil. Ouais, mais c'est ça. En fait, le truc, c'est que c'est ça. C'est-à-dire que quand tu dis j'ai détesté mon collège, j'étais très traumatisée par le collège. Ouais, mais en même temps, il y a des gens qui ont des expériences bien pires. Et j'ai vu après, dans les années de rencontres scolaires, à quel point il y a des expériences terribles, vraiment tout le temps. Oui, mais ça reste en fait des petits trucs que tu vis au quotidien. Ça te marque et beaucoup. Quand tu y repenses, tu te dis, mais en fait, comment j'ai fait pour tenir psychologiquement à tous ces petits trucs-là de filles beaucoup plus populaires, beaucoup plus... Enfin, moi, je me rappelle, mon plus gros complexe, c'était vraiment que j'avais pas de poitrine parce qu'en fait, j'ai grandi... Ça s'appelle vraiment Sister pour une raison, alors. Mais... moi, ça n'a pas changé radicalement, on va dire. Moi, ça a changé et c'est ça qui a aussi fait que j'ai changé. Tu sais, j'ai lu récemment la biographie de Jane Birkin. Et elle en parle tout le temps. J'étais là, finalement, c'est pas si grave. J'idolâtrais vraiment les meufs qui avaient déjà des seins quand j'étais en 4e, 3e, tu vois. Et moi, j'avais vraiment un corps d'enfant. Et je me disais, j'avais l'impression que c'était vraiment un autre niveau, tu vois. Que je faisais pas partie de leur cercle social et que c'était impossible. Dans le Mario Kart de la poitrine. Elles étaient déjà passées.
Elles ont eu le champignon royal, clairement. Tu vois ces meufs qui te renvoient constamment ta propre image et en même temps t'as pas de contrôle dessus et tu te construis en fait à ce moment-là, donc c'est hyper dur et c'est difficile de se détacher du regard des autres parce qu'en fait c'est ton propre regard que tu dois affronter en fait au quotidien et je pense que c'est à partir du moment où tu te détaches de ton propre regard que tu arrives à te détacher de celui des autres. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et puis en plus, le regard que tu as sur toi est très influencé par des milliers de choses. Et bon, évidemment, on peut blâmer les magazines, ce genre de choses-là. Et nous, je crois qu'on a grandi aussi dans une époque, les années 90, début des années 2000, où encore les canons de beauté étaient très basés sur la minceur, enfin sur la maigreur même. Ouais, le tight gap, les trucs comme ça. Ouais. Quand j'étais Donc je pense que maintenant, enfin je sais pas, peut-être que je suis optimiste, mais j'ai quand même l'impression que ça disparaît un petit peu. Je pense qu'en fait, il y a plus de visibilité de femmes avec des formes différentes, des couleurs différentes. Je pense que ça aide aussi des meufs un peu plus jeunes à s'identifier en fait à des femmes qu'elles peuvent estimer en fait, qu'elles peuvent regarder en se disant je voudrais être comme elles plus tard et sans que ce soit forcément des meufs comme ça et avec des physiques impossibles à atteindre en fait. Oui, voilà, en fait, il y a l'impossibilité d'atteindre ça. Et après, j'allais dire quand même tout à l'heure quand tu disais que comment est-ce qu'on a survécu psychologiquement à ça. Et moi, c'est aussi un truc qui, pour moi, est très important, qui est resté longtemps moi. C'était en partie par les livres, quoi. En très, très grande partie par les livres. Et quand je repense à ma vie de collège, de 6e, 5e, 4e, 3e, j'étais vraiment dans les bouquins tout le temps. C'était l'époque aussi où j'ai découvert Louise Renison, Mon et mon chat, l'amour et moi, le journal de George Nicholson, les Marie Quatre filles et un jean, bien sûr. Et puis tous les anciens aussi, le Babysitter Club, enfin tous ces bouquins-là. Harry Potter, évidemment, Philippe Pullman. Et là, en fait, par la littérature, ça me mettait quand même vachement à distance. C'est un truc qui m'est vraiment resté parce que je pense qu'avec l'écriture, et notamment l'écriture pour ados, on peut arriver à cette mise à distance. Donc il y a un regard des autres qui est aussi, t'as raison de le dire, un regard de soi sur soi et tout, mais après on entre dans un livre et là on a des personnages qui vivent des choses qui sont totalement différentes, qui nous décalent de la vie de tous les jours. Donc oui, ça, même c'est si c'est à l'extrême. Je me rappelle, j'avais lu un bouquin, ça s'appelait La loi du plus beau, je crois. Et en gros, c'était l'enfer, ce livre, une dystopie où, en gros, si t'étais moche, tu pouvais rien faire dans la vie. La beauté, c'était un peu la monnaie de ce monde-là, en fait. À la fin du livre, il y avait une espèce de quiz où tu pouvais déterminer, selon les critères de ce monde-là, à quel point t'étais beau, en fait. Et moi, c'était l'angoisse parce que j'avais pas de seins, j'avais de l'acné, j'avais un appareil dentaire. Enfin, vraiment, j'étais là, super, genre vraiment, je me sens vachement mieux après avoir lu ça. C'était assez violent, alors que je pense que le but du livre, fondamentalement, c'était de montrer que c'est un monde horrible. Enfin, on peut pas baser une société sur les beaux, ça se passe bien, et les moches, ils ont une vie de merde, quoi. Enfin, je pense que c'était un peu pour critiquer ça, justement, mais moi, ça a fait presque l'effet inverse quand j'ai lu à la fin ce test-là. J'étais là, c'est pas possible, quoi. Vraiment, je devais être notée 3 sur 20. Super, je le vis bien. Les notes, c'était un truc aussi qui arrivait souvent au collège, ça. Les trucs qui circulaient avec les mecs notes, qui notaient les filles de la classe. Et puis vice-versa. Hein. Moi, j'ai connu aussi l'inverse. Ah ouais, non, je pense que c'était malheureusement des deux côtés. C'était très important pour moi de pas faire ça. C'était super important. Il fallait pas qu'elle se transforme physiquement. Il fallait que c'est juste de l'acceptation de soi, et c'est au final on est comme ça et techniquement on peut rien y faire. Enfin, on pourrait y faire quelque chose, mais et surtout elles utilisent leur corps pour faire autre chose. C'est-à-dire que pour faire du vélo et vendre du boudin. C'était trouver toutes ces petites choses là qui font que ça soit pas sur comment se décomplexer ou devenir plus belle entre guillemets, mais comment faire autre chose du corps qu'on a à cet âge-là, parce qu'en plus ça change tout le temps, on change. À 14 ans, on grandit d'un coup. C'est l'histoire de ma vie. J'ai grandi, après j'ai grandi des pieds, donc c'était encore mieux. C'est mieux que grandir d'abord des pieds, remarque, sinon tu ressembles à un L. Ça a été un peu en même temps, puis après j'ai commencé à prendre des seins, ça s'est rééquilibré. J'étais là, bon écoute, on va accepter ça comme ça. Au collège, tu te compares aux autres, tu vois celles qui ont des seins, tu vois celles qui sont fortes en sport. C'est pareil, c'était un autre truc qui me complexait de ouf au collège. Et en fait, moi, j'étais très décomplexée par rapport à ma militance en sport. Ça, mais aucun problème. Mais c'est difficile
parce que tu te compares aux autres et même les autres se comparent à toi en disant « Ah, regarde, toi, t'es nul en ça, t'es nul en ça. » Mais c'est aussi une question de système scolaire, je pense, qui met beaucoup en compétition sur tous les niveaux. Donc du coup, tu apprends que les autres, c'est une espèce de concurrent, et de concurrente sur plein de marchés différents. Le marché de l'excellence scolaire, le marché des amis, le marché de la beauté, le marché de tout. C'est très compliqué de briser ça. C'est bizarre l'adolescence. Quand tu y penses, c'est genre 4 ans de collège, 3 ans de lycée. C'est rien du tout. Mais pourtant, t'as l'impression que ça te marque à un point hyper profond. Enfin, moi, quand j'y repense, j'ai une impression de claustrophobie totale. C'est-à-dire que tu penses, un truc que t'as dit quelqu'un peut te durer, tu restes dans la tête pendant super longtemps. Les autres, le regard des autres, c'est en fait très peu de personnes. Ouais, c'est une micro-société en fait. Et tout circule super vite. Et je pense que c'est ça aussi qui mène à cette chacun a son petit rôle. Et en fait, dès que tu t'éloignes un tout petit peu de ton rôle de base, genre moi, mon rôle de base, c'était un télo qui avait pas de potes, tu vois. Et en fait, dès que je voulais faire autre chose, c'était pas possible. Parce que c'est non, en fait, t'es la loseuse et t'as pas le droit de faire d'écart. Tu peux pas être un tout petit peu stylée. Le regard des autres, je pense que c'est aussi super important à l'âge adulte aussi. Ah bah ça, c'est sûr que ça fait grandir. Mais je pense que ça reste, en fait. On arrive, à mon avis, enfin même jusqu'à la fin de ta vie, la majorité des décisions que tu prends ou que tu ne prends pas sont motivées par ce que tu penses que les autres vont penser aussi. Toi, tu penses qu'on ne peut pas se dégager du regard des autres ? Ça me paraît très utopique, du moins dans le monde tel qu'il est configuré maintenant, parce que quand même, on est constamment en train de se dire, tu vois, je vais agir de cette manière, ou au contraire, où je vais me retenir d'agir d'une manière dont j'ai envie d'agir, pour telle ou telle raison, ou je vais le faire en cachette. Il y a plein de nouveaux impératifs toujours qui se créent, tu vois, que ce soit l'impératif écologique, d'autres impératifs d'apparence qui sont plus forcément la maigreur extrême et ce genre de choses-là, mais qui vont créer des nouvelles manières de culpabiliser les gens quand même. On est très fort pour se culpabiliser en tant que société, et surtout en tant que femme dans une société. Et tu penses pas que c'est un peu déprimant de dire ça à des lycéennes, genre de toute façon t'arriveras jamais à te débarrasser du regard des autres, Si, puis d'ailleurs je leur dis, tu sais, je les mets en rang, je les force à se mettre la tête dans les mains comme ça, puis je leur dis jamais vous ne serez libre. Non, mais pour moi il y a quand même une grosse arme qui est l'humour. Déjà, c'est très important. Quand tu rigoles un peu de ça, ça veut dire que tu l'as mis à distance quand même un peu, tu vois. C'est quand même un gros truc. Le deuxième truc aussi, c'est je pense de faire prendre conscience de certains trucs, et ça, pas forcément de manière littéraire, mais ensuite quand tu rencontres les lecteurs et les lectrices, on parle beaucoup d'Instagram par exemple, je trouve, dans les classes avec les collégiens et les collégiennes. Parce que évidemment, ça c'est très présent. Oui, bah, c'est leur vie quoi. Ouais. Et tu vois, rien que le fait de te prendre un selfie et elles disent oui, mais moi je regarde, les autres elles sont toujours plus belles, leurs selfies sont toujours plus beaux, machin truc. Parce qu'elles sont toujours, entre guillemets, elles sont toujours plus belles puisque leurs selfies sont beaux, donc c'est ça qui est la preuve. Et en fait, rien que de dire ok, mais déconstruis un peu le truc, tu sais bien comment on prend un selfie. Tu prends pas juste un selfie, t'en prends combien ? Alors, Lisa, genre 30, 40. Bah oui, t'en prends 30, 40 pour en choisir un. Non mais enfin, c'est logique, hein, c'est ce qu'on fait. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais sur cette selfie ? Tu le mets juste comme ça ? Bah non, je le filtre. Bah oui, tu le filtres. Tu mets combien de filtres ? Tu passes combien de temps ? Finalement, tu passes 1 heure, disons, à poster un selfie. Qu'est-ce qui te fait croire que la personne que tu regardes, elle a pas fait ça ? Tu penses qu'elle a juste fait « Oh là là, check, hop, ça y est, sur Insta !» Mais non, bien sûr que non. C'est ça. Et en fait, une fois que tu déconstruis le fait que les comportements des autres sont en fait pareils que les tiens, bah ça met à distance aussi. Donc je pense que c'est ce genre de stratégie qui peut être assez intéressante avec les jeunes et les plus âgés aussi. Oui, c'est ça, c'est prendre conscience de phénomènes qui se passent dans notre tête pour les déconstruire et passer à autre chose. Ouais, et puis montrer aussi que tout le monde souffre de la même, pas forcément de la même intensité, mais en tout cas du même type d'impératif. Je pense que c'est ce qui m'a fait prendre la distance par rapport à mes complexes. C'est qu'en fait, par exemple, avant, quand j'avais de l'acné, je complexais de ouf et je me disais, c'est pas possible, tout le monde va le voir. Et en fait, je me dis, mais attends, et si tout le monde se disait la même chose à propos de soi ? Enfin, moi, quand quelqu'un a de l'acné, je m'en rends pas compte, en fait. C'est que chacun est tellement préoccupé par ses propres complexes et ses propres petits problèmes que tu fais pas attention aux autres et finalement je me dis le regard des autres, est-ce qu'il y a un regard des autres ? Enfin, pour moi il est quand même minime et quand je vois des gens dans la rue je me dis pas oh je me rappelle il y a 3 jours j'ai vu une fille avec une jupe horrible, enfin non je me dis pas, tu vois, je me dis pas ces trucs là le soir dans mon lit, enfin, donc a priori pourquoi les autres se diraient à propos de moi ? Moi c'est une façon que j'ai de relativiser par rapport à la façon dont les autres me perçoivent et je me dis finalement si je me balade en pyjama, peut-être il y a une personne que ça va marquer et encore, enfin... Ouais.
J'aimerais bien que tu te balades en pyjama. Ça m'est arrivé une fois. Le week-end dernier, j'étais à un mariage et le lendemain, j'étais crevée et j'avais vraiment pas envie d'être en robe pour rentrer dans le train, donc je me suis mise en pyjama. Mais tu sais, je pense aussi que, honnêtement, en France, c'est vachement plus présent le regard critique des autres. Parce que moi, j'habite en Angleterre. Je t'entendais parler de Londres, effectivement. Londres, c'est un délire, les gens. Et puis même dans... Parce que moi, j'habite pas à Londres, j'habite dans le Yorkshire, tu vois, donc vraiment, au nord de l'Angleterre. Oui, c'est vraiment jamais différent. je me promène dans la rue en me disant, les gens, vous me regardez bizarrement. Alors qu'à Paris, j'y pense. C'est vrai que j'y pense vachement plus quand je suis à Paris. Je me dis, mais les filles, elles font toutes de 34. T'as vachement plus cette impression de... Les gens, ils sont vachement, entre guillemets, mieux fringués. Je sais pas, il y a une espèce d'attention quand même constante à ton apparence physique. Là où j'habite... Maintenant, tout le monde va s'imaginer une espèce de ville de zombies avec des gens. C'est pas ça que je veux dire. Pardon, au Yorkshire. Je vous adore, c'est pour ça que je vous ai choisi en tant que région. Par exemple, pour des questions de poids, de taille, de trucs, moi, j'ai jamais l'impression que les gens se regardent de manière c'est ça, critique. moi, j'ai passé 6 mois en Écosse, à Édimbourg, et je suis allée en boîte plusieurs fois. Et en fait, ce qui me choquait toujours, c'est de voir à quel point les nanas avaient aucune limite, en fait. C'est-à-dire que, genre, en France, j'ai l'impression que les crop tops, ce genre de trucs, les meufs qui sont un peu rondes, elles ont tendance à pas en porter justement parce que des nanas comme Christina Cordula disent que c'est pas pour elles, tu vois. Alors que en Écosse et au Royaume-Uni de manière générale, en fait, les nanas, elles étaient en soutien-gorge et peu importe leur taille, peu importe leur morphologie, elles portaient littéralement ce qu'elles avaient envie de porter. Et ça, je trouvais, ça m'a vraiment frappée par rapport à en France où vraiment, j'ai l'impression que chacun reste dans sa case de il faut pas que je déborde. Puis il y a plein de styles différents. Tu vois, moi au boulot, mes collègues qui sont profs comme moi de fac, t'en as qui sont habillés en style plus punk, plus classique, plus hippie, plus gothique. Du coup, quand je suis arrivée en Angleterre, j'ai eu l'impression, tu vois, d'un fardeau qui se levait de mes épaules, quoi. Mais c'est génial, je peux porter ce que je veux. Non pas que j'ai un style particulièrement déluré, tu vois. Enfin, déluré, je veux pas dire, mais comment dire... outrageous, c'est ça le mot qui me vient à l'esprit en anglais. Mais voilà, je me suis mise à porter tout un tas de trucs qui ne m'étaient pas venus à l'idée avant, qui étaient beaucoup plus colorés qu'avant, beaucoup plus bizarres. Jamais, à la limite, les gens vont te faire des commentaires en mode « Tiens, c'est marrant ce que tu portes, c'est chouette et tout », mais ils vont pas te dire « Ça ne me convient pas du tout à ta morphologie ». En France, les gens, ils se gênent pas. Hein. Oui, pendant longtemps, je regardais les shopping, je regardais Christina Cordula, j'étais là, oui, Christina... Attends, c'est magnifique. Oui, c'est ça, celle qui dit que les leggings, c'est interdit d'en porter et tout, en fait... Oh là, bah, il faut qu'ils viennent dans ma fac. Non, c'est ça, c'est qu'en fait, tu vas dans un autre pays ou même tu portes un legging et t'es là, c'est donc ça la raison pour laquelle les meufs portent des leggings, c'est que c'est confortable. Et en fait, une fois que tu dépasses ces espèces de dictates, ces règles de la fashion police, la vie, c'est beaucoup plus facile en fait. Tout impératif d'apparence est très souvent un impératif de maintien, tu vois. Tu portes des trucs qui te font tenir droite ou tu portes des trucs qui te font marcher d'une certaine manière. C'est pas obligé, si tu te sens mal dans un vêtement, t'es pas obligé de le porter, quoi. Ça, c'est hyper difficile à entendre quand t'es ado. En 6e, je mettais des soutiens-gorge parce que dans les vestiaires de sport, toutes les nanas, elles avaient des soutifs et j'étais là, je veux pas ne pas en mettre, alors que techniquement, mes seins, c'était vraiment rien, quoi. Donc, mais c'est difficile de se dire, je vais faire ce qui me convient à moi et pas ce que font ce que fait la plupart du monde. La question du confort est intéressante. C'est souvent, t'entends des trucs où les nanas, elles sont là. Le meilleur moment de la journée, c'est quand j'arrive enfin chez moi et que je peux enfin déclipser mon soutien-gorge. J'étais là, mais c'est horrible d'avoir cette vie-là. Et c'est pareil, si le meilleur moment de ta journée, c'est quand t'enlèves tes chaussures, il faut que tu changes de chaussures parce que c'est pas possible. Je me dis, quand j'étais au collège, si on m'avait dit un jour tu porteras des baskets et tu trouveras ça stylé, j'aurais dit no way, genre vraiment jamais de la vie je mettrais des baskets parce que les baskets c'est pour le sport et voilà quoi, j'ai des baskets aux pieds. Alors ça c'est marrant parce que moi j'ai le souvenir inverse, tu vois, j'ai le souvenir qu'au collège, tu portais des chaussures de ville, tu vois, là c'était un peu la teon. Je pense que c'est important de dire aussi que le regard des autres, c'est pas parce qu'on en a parlé comme d'un truc très négatif qui t'enferme, qui t'oppresse, qui t'empêche d'exprimer ton moi intérieur et tout, mais qu'il y a aussi un regard des autres qui peut être super positif, qui est celui qui est bienveillant, où on est entre copines et t'arrives avec une petite veste et je te dis ça te va super bien cette couleur et en fait par ces petits moments de bienveillance, qui peuvent être très anecdotiques, et tu vas te construire... Mais ça marque mine de rien et tu vas peu à peu comprendre la manière dont tu apparais de manière plus confiante, plus assurée, et ça c'est très très important, et le regard des amis, des parents, quand il est doux. Tous ces petits moments où
où par le regard des autres, tu te construis aussi une identité, un style. Et le truc, c'est ça, c'est que idéalement dans la balance, tu devrais avoir plus de renforcement positif qui t'aide à te construire que de renforcement négatif qui te détruisent. C'est l'idéal. Mais c'est super dur à l'adolescence parce qu'en plus tu surinterprètes négativement. Influençable et oui, le moindre truc, quelqu'un te fait remarquer que t'as un cheveu qui rebique ou des trucs comme ça, ça c'était un grand truc aussi, les cheveux qui rebiquent. Les cheveux qui rebiquent. Tu disais pas ça toi? Ah non. Genre, est-ce que tu crois que mes cheveux ont rebiqué une fois dans ta vie? C'est vrai que j'ai pas fait. J'aurais bien aimé que mes cheveux rebiquent. Ça aurait été cool. Ah moi c'était un grand truc parce que j'avais une frange à l'époque et quand elle a repoussé en fait mes cheveux sont pas 100% raides et du coup j'ai ma frange qui rebique et vraiment mon empathie pour toi n'est pas colossale sur ce sujet. C'est vrai, j'imagine, mais c'est drôle ces trucs où t'as des trucs aussi qui doivent dépendre des collèges quoi, parce que les cheveux qui rebiquent, je dois dire ça, c'est moi je le voyais parce que c'était mes cheveux, mais je suppose que la plupart des gens ne le voyaient même pas. C'est juste que t'es focalisé sur toi et sur ton image et sur ce que tu voudrais renvoyer à tout prix. Et en fait, ça marche pas forcément parce qu'en fait, la nature fait que mes cheveux ne sont pas 100% lisses et donc ils rebiquent parfois. Et le coup de te focaliser sur toi, c'est aussi important à dire parce que je pense que souvent, t'es dans une... la raison pour laquelle aussi on a le regard des autres. Ça commence à ressembler à une espèce de film d'horreur. Tu sais. C'est genre la colline a des yeux, mais en fait, c'est le collège a des yeux. Mais... c'est aussi parce qu'on est enfermé dans une espèce de narcissisme qui est totalement normal à certains stades de la vie, mais qui fait aussi qu'on a l'impression que tout s'adresse à nous. Quoi. C'est-à-dire que si une personne te regarde dans un couloir, c'est forcément qu'elle a le regard. C'est pas juste qu'elle a le regard qui flottait et qu'elle s'est arrêtée sur toi. C'est jamais ça. Comment est-ce que tu t'extirpes de cette position où c'est à la fois narcissique et paranoïaque, quoi. C'est-à-dire que tout le monde te regarde et en plus ils sont tous méchants. Alors comment on fait pour se sortir de là, quoi. Quand t'es ado et que t'as ton smartphone, ça peut être très mauvais, etc. selon tout le monde, mais en fait non, parce que t'as aussi accès à un monde qui va te présenter ça de manière plus positive et rigolote et tout, donc c'est bien. Quand je vais dans les collèges sur le bouquin, on me dit est-ce que c'est un livre contre les réseaux sociaux, tu vois, ce genre de choses. Donc dans le livre, en fait, le concours est sur Facebook. Ah d'accord, ok. Et donc, donc ça change tout, c'est un concours encore plus multidimensionnel. Ah mais c'est totalement du cyberharcèlement entre guillemets. Sauf qu'en fait, ce que je trouve marrant, c'est que souvent, donc dans les collèges, on m'invite en me disant... on a fait quelque chose sur le cyberharcèlement, sur il faut faire très 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 attention à Internet, tout ça. Mais bon, dans le livre, elles utilisent aussi les réseaux sociaux ensuite pour promouvoir leur voyage, pour parler de leur road trip, etc. Et donc, elles l'utilisent aussi à bon escient d'une certaine manière. Et je pense que c'est vachement important de finir là-dessus, sur l'idée que Internet n'est pas cette espèce de grand méchant truc que les gens ont l'impression que les ados maintenant sont ruinés à jamais. Et puis les hashtags, il y en a de plus en plus. Des hashtags, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps sur... j'essaie de me rappeler. C'était cellulite, le hashtag. Et lit écrit L-I-T. Cellulite en majuscule. Et c'était plein de nanas qui montraient leur cellulite, en fait, qui se prenaient en photo sans retouche avec leur cellulite de fesses, de cuisses, et pour dire, voilà, j'ai de la cellulite, et à partir de maintenant, je vais partir du principe que c'est cool, parce que j'en ai envie et qu'il n'y a pas de raison que ce soit moche. Et pour ça, je trouve ça bien Internet. C'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est un autre moyen, en fait, aussi de montrer d'autres images aux jeunes femmes et dire voilà ce à quoi tu peux ressembler, t'es pas obligé de ressembler à ça spécifiquement et certes t'as tout le côté cyberharcèlement mais en fait ça peut faire bien plus que ça et de manière très positive. Ouais, et puis c'est beaucoup par les médias sur Internet tels que vous, je le dis sans flatterie, sans flagornerie. Mais c'est vrai, il y a tout un tas de médias comme ça qui sont vraiment hors des circuits presse traditionnels, anciens, etc. et établis, avec lesquels on grandit et continue de grandir des tas d'ados. Donc ça, c'est génial. Et la littérature jeunesse, j'espère, fait partie quand même beaucoup de cet effort-là. Enfin, c'est mon son de cloche, mais je pense que c'est vrai aussi. Lisez Mademoiselle et lisez Clémentine Beauvais. Voilà, et aussi plein d'autres romans ados qui sont très très chouettes sur ce sujet et d'autres. Merci beaucoup. Merci.